Asmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast EPS de l'Académie de Mayotte. Aujourd'hui, on va parler de tennis de table avec Bastien Pelletier, notre invité. Bonjour à tout le monde. Salut Bastien. On va commencer par rentrer directement dans le vif du sujet et parler un petit peu de ta démarche de manière globale. Donc ta démarche, c'est plutôt d'amener les élèves à frapper la balle plutôt que la pousser. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, ce que j'ai ciblé dans ma démarche, c'est d'amener les élèves à cette frappe de balle pour les faire sortir d'une activité où ils cherchent juste à renvoyer la balle. Et j'envisage la frappe de balle un petit peu comme un prérequis pour la suite, parce que j'envisage ensuite d'aller sur l'objet d'entraînement du smash. Donc je le considère comme un prérequis. Et d'un point de vue moteur, c'est aussi une arme intéressante et qui fait partie du bagage moteur que les élèves doivent acquérir en tennis de table, en particulier en coup droit. Donc pour toi, c'est pour tous les élèves, tout le temps, tu vas essayer plutôt d'aller sur cette frappe de balle. Pas dès le début de la séquence pour des élèves débutants, c'est plutôt pour des élèves qui ont déjà acquis la continuité, donc qui sont capables de renvoyer la balle. Au début, s'ils le font en poussette, c'est pas pénalisant, je trouve, c'est pas primordial, mais au fur et à mesure de la séquence, ce que je souhaite, c'est que les élèves s'éloignent de ça et qu'ils soient sur une activité de frappe de balle. Quelle situation tu nous recommandes à nous pour faire acquérir justement cette frappe de balle aux élèves et qu'ils arrêtent de pousser la balle? Pour ça, ce que je propose, c'est que les élèves se mettent par 4. On a 2 joueurs, un arbitre qui va veiller au respect des règles et un scoreur qui va noter le score. Ils sont 4 par table avec un arbitre d'un côté du filet, le scoreur de l'autre côté. Et c'est un match qui se joue en 11 points secs. Les élèves sont tout de suite en situation d'opposition. Et la seule règle qui change, c'est que l'élève B doit laisser un deuxième rebond avant de frapper sa balle. Si le deuxième rebond est sur sa demi-table, il gagne le point. Si le deuxième rebond est au-delà de la demi-table et rebondit par terre, il doit se débrouiller pour frapper la balle suffisamment fort et la renvoyer chez l'élève A. Le deuxième rebond, il est au sol du coup. Le deuxième rebond est Un au rebond sol. sur la table, un rebond au sol. Exactement. Et on frappe. Et on frappe. Donc l'arbitre, il doit être attentif à cette règle-là. Souvent, les élèves au début ont du mal à arrêter le jeu quand cette règle n'est pas intégrée. Par exemple, l'élève B laisse 2 rebonds sur sa table mais renvoie quand même la balle. Pour le scoreur, à chaque fois qu'un point est marqué, il met soit le bouchon, soit le plot, soit il note sur sa fiche le point attribué à quel élève. Quand un des 2 élèves arrive à 6, les rôles changent et les élèves changent de demi-table. Et le premier arrive à 11 à gagner. Donc l'arbitre, la formation de l'arbitre est aussi super importante pour arriver à cette situation quand même. Tout à fait. Il doit être capable, ce que j'envisage pour l'arbitre, c'est d'être capable d'identifier quand est-ce qu'il y a une faute qui a été commise, que ce soit dans le jeu classique, comme la balle va dans le filet où il y a eu un 3e rebond par exemple. Déjà, c'est pas toujours simple. Donc, essayer d'être capable d'identifier et aussi être capable de décider de s'affirmer, de stopper le point et de dire non, là le point a été gagné par l'élève A ou a été gagné par l'élève B. Ça, c'est quelque chose qui est pas acquis par tous nos élèves déjà. Non, et c'est là où c'est intéressant comme situation parce que les deux rôles sociaux sont au service du moteur et doivent identifier quand est-ce qu'il y a point, quand est-ce qu'il n'y a pas point. Très bien. Du coup, c'est plutôt l'élève A sur lequel tu vas viser des acquisitions. Les deux. Les deux. Et quel apprentissage tu vises sur ces élèves du coup? Pour ces 2 élèves-là, les apprentissages que je vise, c'est de chercher absolument à casser cet alignement œil-raquette-balle, ce qu'on peut voir souvent quand les élèves sont dans une activité de poussette, par exemple en coup droit. Et ce qui est gênant, c'est que d'un point de vue articulaire, ils sont bloqués, ils peuvent pas aller chercher derrière. Et ça m'embête parce que ils vont rester dans une motricité un peu usuelle face à la table
Et le but de cette situation, c'est de les inciter à travers les règles et le système de scoring à casser cet alignement-là, se mettre de profil pour pouvoir libérer l'épaule et qu'ils permettent au geste de faire un geste arrière-avant. Donc, il n'y a pas forcément la raquette en vision centrale. Souvent, elle est en vision périphérique. Et d'avoir ce geste qui va vers l'avant et d'avoir la sensation d'accélérer aussi le mouvement. Ça, c'est important. Et d'avoir un geste qui va vers l'avant. Parce que malheureusement, souvent en poussette, les élèves font des trajectoires qui montent. Ça, c'est ton profil principal, des élèves qui ont tendance à rester de face et à pousser la balle de bas en haut. Est-ce que tu as observé d'autres profils d'élèves dans cette situation? Dans cette situation, on peut voir aussi deux autres profils principaux. Tu as des élèves qui arrivent quasiment à se mettre de profil, mais ils sont encore trois quarts, ils sont pas vraiment de profil. Ils gardent encore leur raquette dans leur champ de vision. Et du coup, ils sont encore un peu comme ça, avec comme s'ils avaient l'épaule bloquée contre le corps, et ils soulèvent encore un peu la balle. Et du coup, ce qu'on peut leur donner, et c'est dans les remédiations possibles, tu peux poser une latte au sol en leur obligeant d'avoir un pied de part et d'autre de la latte quand ils frappent. Ça les oblige à avoir, et ça leur donne ce repère-là de j'ai vraiment un pied de chaque côté. Et après, tu as un troisième profil aussi, d'élèves qui se mettent de profil, mais qui accompagnent la balle tout doucement. Et du coup, par exemple, pour l'élève A, son deuxième rebond atterrit sur la table, donc il perd le point. Et ça, c'est plus un problème d'ordre biomécanique, énergétique. Il n'a pas compris et il n'a pas assez cette volonté-là d'accélérer le mouvement pour que le premier rebond soit suffisamment loin de la table, proche de la ligne, pour pouvoir après faire le deuxième rebond derrière. Donc on a principalement ces trois profils-là qui se rencontrent. De ce que je comprends, tu vas amener les élèves, on en parlera juste après, à se mettre de profil. Ils risquent de se déplacer un petit peu de profil par rapport à la table, sans jamais se remettre de face. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de problématique ou est-ce que c'est quelque chose que tu encourages dans un premier temps? Étant donné que je suis plutôt dans une perspective de jouer tout en coup droit, moi, ça me gêne pas. Mais on peut très bien aussi envisager des contenus sur la façon de se replacer une fois qu'on a frappé la balle, si on permet à l'élève de jouer en revers. Ok. On a compris que du coup Bastien envisage une pratique tout en coup droit, dont on discutera un peu plus largement dans une troisième capsule vidéo qui viendra ensuite. Quels sont les contenus, selon toi, que tu vas donner aux élèves en fonction de ces profils ou pas d'ailleurs? Surtout pour le profil 1 qui a tendance à rester de face, je vais pas vraiment lui laisser le choix de se mettre de profil, donc je vais plutôt l'obliger. Ça peut être, avec l'exemple que j'ai donné, des lattes. Comme repère très simple aussi, c'est de lui dire qu'il doit pas voir son épaule qui est derrière lui. Donc ça, c'est quelque chose que j'oblige parce que si l'élève reste de face, il va se conforter dans ce défaut-là, qui est un défaut si on envisage cet apprentissage-là en coup droit. Donc je cherche vraiment à ce qu'ils se mettent de profil quoi qu'il arrive. On a aussi tout un travail à faire autour de l'orientation de raquette pour les élèves qui poussent souvent leur orientation de raquette est vers le haut. Et ce que je donne comme contenu, c'est de dire aux élèves que leur raquette c'est comme un viseur et qu'elle doit, avec une lumière, et qu'elle doit éclairer vers la table adverse, vers la demi-table adverse. Donc avoir une orientation de palette assez neutre et les élèves comprennent assez rapidement et facilement au niveau du poignet cette différence-là qu'il y a à faire. Et au niveau de la gestuelle, c'est avoir la sensation que mon geste il part de l'arrière et qu'il finit vraiment vers l'avant. Avoir cette sensation un peu comme au tennis de traverser la balle, de se sentir un peu emporté vers l'avant avec cette épaule-là, coude-épaule, qui vient finir le geste vers l'avant et qui permet de donner de la vitesse à la balle. Et parfois, par exemple, avec le profil 3 qui est de profil mais qui a du mal à avoir suffisamment de puissance dans sa balle, c'est vraiment ce conseil-là qu'on peut donner, avoir la sensation un peu de gifler la balle. C'est pas encore du smash parce qu'on n'est pas encore sur des contenus d'enseignement autour de la trajectoire. On leur demande pas forcément une trajectoire de balle qui descend, mais on leur demande d'avoir cette sensation d'accélérer la balle. D'accord. Quand est-ce que, d'après toi, tes élèves ont réussi cette situation et que tu peux du coup envisager autre chose? Il y a des critères de réussite particuliers ou pas? Ou est-ce que c'est toi qui décides de passer à autre chose? Comment tu fonctionnes? Pour l'élève A, le critère de réussite qu'on peut lui donner, c'est que sa balle ne fait plus jamais de deuxième rebond sur la demi-table adverse. Ça, c'est un signe qu'il est capable de mettre suffisamment de vitesse et de puissance dans sa frappe pour qu'elle aille au-delà de la demi-table une fois le premier rebond passé. Et pour l'élève B,
puisque c'est plus difficile pour lui, le critère de réussite que je lui donne dans un premier temps, c'est juste arriver à renvoyer la balle de l'autre côté. Et s'il est 2 mètres derrière sa table et qu'il arrive à la renvoyer, c'est signe qu'il a réussi à mettre suffisamment de vitesse dans sa balle initialement. Et même si elle arrive très lentement sur la table adverse, ça me gêne pas parce que ça veut dire qu'initialement, il a réussi à mettre suffisamment de vitesse dans sa balle. Donc, il n'y a pas forcément de critères très objectifs sur le nombre de fois où il n'y a pas eu de faute, par exemple. On pourrait l'envisager par rapport à l'arbitre. Oui, c'est toi plutôt qui vois que tes élèves dans cette situation arrivent à échanger plusieurs fois la balle, C'est ça. sont en réussite de manière globale. Ouais, qu'il n'y a plus de déchets, on va dire, dans le jeu et que la faute, elle est générée par un des 2 élèves qui a réussi à mettre en difficulté, soit par une balle qui est vraiment lointaine et que B n'arrive pas à renvoyer parce qu'il est trop loin de la table, ou alors B qui arrive à renvoyer suffisamment rapidement, frapper suffisamment fort et A est pris de vitesse, par exemple. Et dans ce cas-là, l'évolution qu'on peut envisager, c'est que les 2 joueurs doivent laisser 2 rebonds, ce qui fait que on va avoir des trajectoires qui sont encore plus lointaines et où on doit donner encore plus de vitesse à la balle. D'accord, c'est compris. On a parlé du coup un petit peu de quand est-ce que tes élèves ont réussi, peut-être un peu des perspectives même qu'on abordera plus tard dans d'autres capsules. Est-ce qu'il y a des prérequis? Tu en as un petit peu parlé déjà, je reviens un peu là-dessus. Tu as parlé de la mise de profil, etc. Quels sont pour toi les prérequis pour mettre en place cette situation? Cette situation, elle est à déconseiller pour des élèves qui n'ont pas encore construit la continuité. Parce que cette situation-là, moi, elle me permet ensuite d'envisager le jeu de rupture. Et déjà, le fait de frapper sa balle, c'est déjà une manière de mettre un petit peu de vitesse dans la balle, donc de gêner l'adversaire. Et donc, quand je propose cette situation à mes élèves, je sais qu'ils ont stabilisé une certaine forme de continuité, que ce soit en coup droit ou en revers, ça c'est libre. Dans mon cas, c'est en coup droit. Et ça peut être selon les classes, selon l'avancement, être capable de faire 5 échanges, 7 échanges, 10 échanges en coup droit. Assurer la continuité, parce qu'on peut pas demander à des élèves de rompre l'échange s'ils savent pas renvoyer la balle de l'autre côté. D'accord. Très bien, et ben c'est tout pour notre première capsule vidéo. Le podcast global va s'articuler en 3 capsules. Je vous laisse nous retrouver sur la deuxième capsule vidéo qui sera un peu plus sur la séquence globale que va proposer Bastien autour de cette situation. Et ben à tout de suite.